J'ai le plaisir, pour terminer cet après-midi de communication, de donner la parole à notre présidente de l'Académie nationale de chirurgie, Madame Carole Matelin, sur un sujet éminemment difficile et éthique. Alors, merci beaucoup de m'accorder la parole pour cette fin de session. Et il m'a semblé utile de proposer à notre académie un nouveau sujet de réflexion qui est celui de la chirurgie préventive, puisqu'on a un comité d'éthique, on est tous chirurgiens et on a tous régulièrement des demandes de chirurgie préventive. Et je pense qu'il y a une indispensable réflexion éthique de la part de nos académiciens. Et pour illustrer ce sujet, je propose de vous parler des mastectomies, dites de réduction de risque. Alors, un petit point sur la chirurgie mammaire. Pour ceux qui en font, on est actuellement dans une situation qui est très dichotomique parce qu'il y a une évolution qui est très paradoxale de nos patientes. La première chose, et ça on le sait bien, c'est que la chirurgie mammaire, on essaye, lorsqu'une femme a un cancer, d'être le plus conservateur possible, donc la mutiler le moins possible. Bien sûr, les anciennes mammectomies sont abandonnées maintenant. On fait des traitements conservateurs très souvent, hein, dans plus de 70% des cas de cancer. On y associe de la chirurgie oncoplastique pour que le résultat soit joli à droite et à gauche. On fait même maintenant des chirurgies très minimales après des thérapies systémiques néoadjuvantes. Et c'est pareil pour les ganglions. Les curages axillaires des 3 niveaux, on n'en fait plus beaucoup. On a largement développé les techniques de lymphadénectomie sélective sentinelle pour éviter ces lymphœdèmes. Et puis on arrive même maintenant, en cas de ganglion pathologique, à proposer ce qu'on appelle des target axillary dissection, donc des gestes très limités au niveau axillaire. Et on en arrive même maintenant à se poser la question d'une abstention complète de chirurgie en cas de cancer du sein, lorsque des traitements systémiques néoadjuvants ont abouti à des réponses complètes, ou lorsqu'on a des cas particuliers avec des tumeurs d'extrêmement bon pronostic dont on peut imaginer que le cancer ne va pas évoluer. Donc ça, c'est pour le cancer. On est de plus en plus conservateur. Et bien sûr, on comprend tout ça, ce que les femmes ont envie d'avoir des jolis seins, c'est des symboles de féminité, de maternité, de sexualité, c'est logique cette demande. Et puis au niveau de la chirurgie axillaire, ça désescalade, ben, c'est pour limiter les séquelles, lymphœdème, troubles de la mobilité des membres supérieurs. Tout ça, c'est clair et on le comprend bien. Ce qu'on comprend moins, c'est ce paradoxe. On l'a vu, les femmes traitées veulent la chirurgie conservatrice. Et on a des fortes demandes maintenant de femmes saines, donc qui n'ont absolument pas de cancer, qui n'ont même pas de mutation génétique et qui viennent nous voir en disant, vous savez, les cancers du sein sont fréquents. Ça touche une femme sur 10 en France. 10%, c'est du niveau de risque considérable. Est-ce que vous voulez bien m'enlever les seins? Donc, on a ce type de demande pour des risques que les femmes considèrent comme élevés. Donc, c'est très compliqué parce qu'on est toujours dans nos salles d'attente, on a toujours nos deux catégories de patientes. Celles qui disent, mais moi j'ai envie d'une jolie poitrine, j'ai un cancer, mais faites au mieux pour pas m'enlever grand-chose. Et celles qui disent, mais non, mais on est dans une époque de risque zéro, c'est le principe de précaution. Je suis prête, chère Madame Matelin, à sacrifier mes seins pour une logique de prévention, pour un principe de survie. Je ne voudrais pas que mes enfants soient orphelins et je vous demande une chirurgie préventive. Donc c'est très paradoxal cette double évolution, on est au milieu de ça. Et les articles de presse, je ne sais pas si certains parmi vous lisent Marie-Claire, hein, regardez, sacrifier ses seins pour rester en vie. Donc ils font déjà hein, l'équation, je les sacrifie donc je vais rester en vie. Le choix de la mastectomie pour prévenir le cancer du sein et puis montre une photo de femme qui s'est fait enlever les deux seins sans reconstruction. Donc, on en est là et je pense que notre académie de médecine et notre académie de chirurgie doit réfléchir un peu à cette dualité. Alors, quand une femme qui n'a pas de cancer nous demande une chirurgie prophylactique et préventive, on lui dit toujours attention, c'est pas du préventif ou c'est pas de la prophylaxie, il faut parler de chirurgie de réduction de risque. C'est quelque chose d'important, hein. Les scénologues insistent beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que ça laisse l'idée qu'on réduit le risque mais qu'on ne l'annule pas. Et le fait que les femmes comprennent qu'on ne va pas leur annuler le risque, même si elles sacrifient leurs deux seins, c'est déjà quelque chose d'important. Donc je pense que si on fait un débat sur cette chirurgie préventive, je pense qu'il faudra vraiment l'appeler chirurgie de réduction de risque. Deuxième point, je vous montre un exemple ici.
Une dame qui a souhaité cette chirurgie de réduction de risque, vous voyez comme c'est mutilant. C'est une femme indemne. C'est une femme qui estime que ses seins sont à risque parce que le risque de la population française, c'est 10%, et qui a souhaité utiliser un moyen chirurgical aussi radical que ça, même sans reconstruction. Et elle a accepté le fait d'être suivie après cette chirurgie, parce qu'elle sait que le risque ne va pas tomber à zéro. Et puis, ben, c'est une chirurgie qui a évidemment par la suite des répercussions psychologiques évidentes, une qualité de vie dégradée. Donc, il y a cette histoire d'évolution du concept de la maladie, et je reprends un petit article du Monde qui disait annoncer à quelqu'un longtemps avant l'apparition des premiers symptômes qu'il risque, parce que le cancer du sein, on ne sait pas si on va l'avoir, c'est 10% de risque en France de souffrir d'une maladie. On est loin encore d'avoir pris la mesure d'une telle révolution, bouleversant les frontières séculaires du normal et du pathologique. L'individu concerné doit-il dès lors se considérer comme malade ou bien portant? Est-ce que parce qu'on habite dans un pays qu'on appelle à risque moyen, qui est la France, on doit toutes se considérer comme des femmes malades avec ce risque de développer un cancer du sein? Est-ce que le risque de développer un cancer du sein doit être considéré comme une maladie? C'est une première question. Alors, la prévention primaire habituelle, qui est celle qu'on a l'habitude de faire auprès de nos patientes pour diminuer leur risque de cancer du sein, respecte les principes de bienfaisance. C'est vrai qu'on leur conseille, ce que c'est un facteur de risque majeur, d'éviter l'obésité, en particulier à la ménopause. On leur conseille d'éviter la sédentarité, qui augmente le risque de cancer du sein, la consommation d'alcool. Donc, notre prévention primaire classique utilise des moyens qui sont peu invasifs et qu'on peut décider d'arrêter quand on veut. Si on passe par l'étape chirurgie de réduction de risque, là, c'est carrément invasif. Les séquelles, elles sont constantes. Il n'y a pas de chirurgie d'exérèse du sein sans cicatrice, même si on les cache, même si on les minimise. Et puis, on sait qu'on part dans une médicalisation ultérieure, parce que lorsque vous mettez des prothèses à des femmes, ben, vous aurez à changer les prothèses au bout de 10 ans, 15 ans. Si vous faites des lambeaux, ben, vous pouvez avoir des cytostéatonécroses, des choses comme ça. Donc, on rentre dans un cycle de réintervention. Et puis, on s'oppose un peu à ce que disait Hippocrate dans le traité des épidémies, primum non nocere. Est-ce qu'on est là en chirurgie pour enlever un organe sain pour pas qu'un jour il devienne malade? Et puis, presque l'article du Code civil, le corps humain est inviolable. Donc, on est un peu à l'interface de ces réflexions. Alors, quelle est la tendance dans le monde vis-à-vis de ces demandes de mammectomie de réduction de risque? Ben, je vous montre les courbes. Dans le monde, ces demandes augmentent et les chirurgiens sont contraints, parfois un peu forcés dans certains pays, à réaliser ces mammectomies de réduction de risque, que ce soit dans le contexte d'une mutation génétique, où là, ça a été très médiatisé, en particulier par Angelina Jolie, mais en dehors des mutations génétiques, chez des femmes qui n'ont pas de risque génétique. Donc voilà, ces chiffres n'arrêtent pas de progresser. Comment est-ce qu'il faut qu'on se positionne par rapport à ces demandes? Alors, la France, avec l'INCa, l'Institut national du cancer et le Collège national des gynéco-obstétriciens, s'est mis d'accord sur des indications qu'on juge acceptables. Celles qui sont classiques, ce sont les indications génétiques. Et qu'est-ce que ça représente sur nos 63 000 nouveaux cas? Ben, en gros, c'est 5 à 10%. C'est variable selon les régions, les ethnies. 5 à 10% sont liés à une prédisposition héréditaire. Vous savez qu'on a des tests maintenant, doses très jeunes dans le sang, et ils nous donnent des risques de cancer du sein lorsqu'il y a une mutation délétère au niveau d'un de ces gènes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le risque dépend du gène. Par exemple, le risque est élevé de développer un cancer du sein si on est porteur d'une mutation délétère de BRCA1. Estimation à peu près du risque dans sa vie, quand on a 70 ans, 85%. Mais il y a des jeunes, par exemple, qui sont classés dans des risques modérés, ATM, check 2. Là, on est à 35%. Est-ce qu'il faut que je me fasse enlever les seins, par exemple, à 30 ans, pour peut-être un risque de 35% quand j'aurai 70 ans? Mais ceci étant, l'INCa et les sociétés savantes ont accepté dans ces cas-là la mammectomie de réduction de risque, bien sûr si la patiente le demande. Ce n'est pas au chirurgien de le proposer. Alors pourquoi ces demandes de chirurgie? Finalement, pourquoi ces femmes, elles ne se font pas suivre? Ben parce qu'elles estiment que c'est stressant quand elles sont au risque d'aller faire leur mammographie.
Elles ont peur d'y aller saines et que le radiologue leur dise, ben oui, ce coup-ci, il y a quelque chose, hein, il y a un cancer, il y aura de la chimio, etc. Elles ont parfois peur de ces irradiations liées aux mammographies qu'elles doivent faire tous les ans. Certaines femmes sont assez difficiles à surveiller et on peut passer à côté d'un petit cancer débutant. Et puis surtout, la surveillance n'évite pas l'apparition du cancer ni la mortalité par cancer du sein, puisqu'on sait que ces femmes qui ont des mutations génétiques font plutôt des cancers de haut grade et plutôt des cancers graves. Elles savent que la chirurgie est efficace. Et à un moment donné, on leur avait proposé ce qu'on appelait de la pharmacoprévention. On leur disait, vous pourriez prendre soit un inhibiteur de l'aromatase, soit du tamoxifène à titre préventif, et ça vous diminuera votre risque. Ce qui était vrai, ça diminuait de 50% les risques, mais avec des effets secondaires importants, et je pense en particulier au cancer de l'endomètre. Donc, donner un médicament pour réduire un cancer et en provoquer un autre, c'était compliqué. Donc, cette pharmacoprévention, elle est à peu près oubliée par tout le monde. Donc, on est dans cette situation-là. Et quelles sont les chirurgies qu'on peut proposer à une femme qui redoute un cancer du sein lorsqu'elle a un gène de prédisposition? Eh bien, on peut lui proposer une annexectomie, lui enlever les ovaires, puisque l'ovaire sécrète des œstrogènes et le cancer est œstrogénodépendant. Et on sait qu'une annexectomie réduit le risque de cancer du sein de 50%. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est une chirurgie facile, par cœlioscopie, voilà, il n'y a pas de souci à la faire. Mais évidemment, on va mettre la femme en ménopause. Et puis, évidemment, il y aura tout le cortège des effets indésirables de la ménopause et puis sa perte de possibilité d'enfanter. Mais c'est quelque chose qui est possible. Autre possibilité, c'est la mammectomie de réduction de risque. Donc en France, elle est autorisée à partir de la majorité. Si j'ai une fille de 20 ans qui vient me la demander, je suis presque obligée de la faire, ce qui me paraît pas du tout l'âge où il faut la faire. Il faut la faire beaucoup plus tard. Alors que l'annexectomie, on a dit qu'il faut la faire à partir de 40 ans. Pour le sein, on a dit on peut la faire à partir de la majorité, mais ça me paraît très tôt. Après une information éclairée qu'on va voir, il faut dire un certain nombre de choses à ces femmes qui demandent cette chirurgie. Après un délai de réflexion de plusieurs mois, et bien sûr, il faut une décision médicale partagée avec les chirurgiens, avec des psychologues, avec des plasticiens, avec des généticiens. Dans le cas d'une RCP dédiée, il ne faut pas que le dossier passe très vite dans une RCP cancer classique. Donc voilà ce qui est autorisé en France. Oui, on peut faire une mammectomie bilatérale de réduction de risque s'il y a un gène de prédisposition au cancer du sein. Alors, autrefois, on faisait des mammectomies où on enlevait l'étui cutané et le mamelon et l'aréole. On n'en est plus là, hein. Maintenant, on garde l'étui cutané et on garde très souvent la plaque aréolo-mamelonnaire. Mais vous imaginez bien que si on garde la plaque, on garde des canaux. Si on garde des canaux, on garde du risque. Donc, on fait une espèce de chirurgie de compromis. On respecte l'esthétique, mais on n'enlève quand même pas complètement le risque de cancer. Là, je vous montre un exemple d'une femme qui nous avait demandé de faire une mammectomie classique. Vous voyez ces cicatrices obliques sur la dia. On a enlevé l'étui cutané, ce qu'elle essayait d'avoir le risque le plus minime possible. Elle nous disait, mais si moi je fais tout ça, je veux quand même le risque le plus faible. Et on lui a reconstruit ses aréoles et ses mamelons par un tatouage et une petite greffe. Mais c'est une femme qui a des prothèses et on sait qu'elle va venir nous voir quasiment tous les 10 ans, où elle va faire une coque ou voilà. Autre intervention possible, en Alsace, on en fait pas mal puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup d'obésité, des Dieppe, où cette reconstruction se fait avec la graisse du ventre, avec des techniques microchirurgicales. Et je vous en montre deux exemples de chirurgie préventive. Dans un cas, on a enlevé les plaques, dans l'autre cas, on ne les a pas enlevées. Mais vous voyez ces rançons cicatricielles énormes, en particulier au niveau de l'abdomen. Donc, ce sont des choses qu'on fait. Quand on fait ça, on est en double équipe et on met bien 6 heures à faire les deux côtés. Et ça, c'est un exemple un peu plus récent d'une femme à qui j'ai fait une cicatrice sous ma mère. On lui a laissé sa petite dose, donc on ne voit pas bien sa cicatrice. On a gardé ses plaques et on a mis en place des prothèses rétro-pectorales. Mais cette femme a du tissu mammaire en place. Elle a ses plaques aréolo-mamelonnaires. Alors, le tissu glandulaire laissé en place, ben oui, il y en a. Les études ont montré quand on fait l'IRM après ces mammectomies de réduction de risque, eh ben, il y a du tissu mammaire résiduel qui peut se cancériser. Et puis, le risque carcinologique, alors nos séries ne sont pas très longues,
mais il y a à peu près 0,2 à 0,3% des patientes sur un suivi de 4 ans qui vont faire un cancer du sein malgré cette mammectomie de réduction de risque. Et on n'a pas de série à très long terme. Et là, je vous montre un cas qu'on a reçu dans notre service qui a été transféré d'un autre service où cette dame avait une mammectomie de réduction de risque. Vous voyez cette prothèse qui n'est pas très jolie. Et ils avaient conservé la plaque et elle a développé un véritable cancer invasif qui a métastasé au niveau du péritoine. Et c'est une dame qu'on ne tirera pas d'affaire alors qu'elle a fait cette mammectomie pour ne pas avoir de cancer. Étude américaine sur les suivis. Là, c'est assez intéressant. C'est 1600 femmes mutées, BRCA1 ou BRCA2. L'équipe américaine a séparé ces femmes en deux groupes de 800 femmes de chaque côté. Un groupe de 800 qui n'a pas eu de chirurgie de réduction de risque et un groupe de 800 qui a eu une chirurgie de réduction de risque. Et ils ont analysé les 4 cancers du sein dans la suite et les décès par cancer du sein. Donc, dans le groupe qui n'a pas eu de mammectomie de réduction de risque, 6 ans plus tard, il y a eu 20 cancers du sein. Dans le groupe traité par mammectomie, il y a eu 2 cancers du sein. Donc, il y en a eu moins, nettement moins, mais il y en a quand même eu. Et pour les décès, 24 cancers du sein dans le groupe qui n'a pas eu la mammectomie et 2 décès par cancer du sein dans le groupe qui a eu la chirurgie de réduction de risque. Donc 2 décès après chirurgie de réduction de risque pour les 800 et 24 cancers du sein. Donc ça ne diminue pas complètement ni le risque d'avoir un cancer, ni le risque d'en décéder. Et une autre étude de record qui est un peu la même chose, il montre toujours qu'il y a des risques résiduels après ce type de chirurgie. Donc voilà l'histoire des mammectomies en cas de mutation. Maintenant, ce n'est pas tellement ça qui nous pose problème, parce que ça, c'est accepté par nos sociétés savantes. C'est les autres indications. Quand les gens viennent nous voir sans mutation et nous disent « j'aimerais bien qu'on m'enlève les seins ». Est-ce qu'il y a des cas où il faut accepter? Alors, les gynécos ont fait des recommandations qui ont été publiées dans cette revue qui s'appelle Innovative Practice in Breast Health. Et il y a 4 autres indications. Un, le haut risque familial. On estime que si une femme appartient à une famille à cancer, mais on n'a jamais identifié de gène dans la famille, si les calculs de risque montrent que cette femme a plus de 30% de risque de développer dans sa vie un cancer du sein, la mammectomie doit être acceptée. Mais on va le faire pour rien dans 70% des cas. Et on va la faire à 30 ans alors que son cancer serait peut-être arrivé à 70. Donc ça pose un problème. Donc on accepte en France le très haut risque supérieur à 30% sans mutation génétique. Autre cas, pardon. Autre cas, le lymphome de Hodgkin. Quand une femme a été traitée pour un lymphome de Hodgkin, on sait que son risque de développer un cancer du sein dans la zone irradiée est augmenté. Et là, effectivement, la femme peut en faire la demande et c'est généralement accepté. Et le dernier cas, c'est une femme qu'on opère d'un cancer d'un côté, elle a vraiment un invasif. Elle nous dit, ben, si vous me faites une mammectomie d'un côté, est-ce que vous ne voulez pas me faire l'autre côté en même temps? Donc, c'est accepté à condition qu'il y ait un gain en mortalité. Donc, il y a des définitions de cas où on peut accepter ça. Alors, il y a des procédures, bien sûr, obligatoires avant la chirurgie. Il faut que ce soit validé en équipe multidisciplinaire. La consultation de psychologue est obligatoire. Le délai de réflexion obligatoire. Il faut faire une imagerie préopératoire appropriée. Et il faut présenter à la femme les différentes techniques de reconstruction, notamment les lipofilling exclusifs, mais on les met au bloc opératoire 5-6 fois si on fait ça. Et puis, pendant l'intervention, il faut absolument faire une chirurgie oncologique. Il faut enlever au maximum toute la glande, sauf la zone rétroglandulaire qu'on décide de garder. Et l'analyse anatomopathologique de la pièce opératoire est obligatoire. Alors ça, c'est ce que demandent les Américains. Quand ils font ce type de chirurgie, ils veulent que la femme signe le fait qu'elle a compris que c'est un acte irréversible. Elle ne pourra jamais faire marche arrière et ça va altérer sa qualité de vie.
que s'il y a un implant, ben, il y a tous les risques de complications de l'implant, les coques, les changements prothétiques, les ruptures, etc. Que parfois, il faudra compléter par du lipofilling avec parfois différentes étapes, qu'il y a des complications sévères qui existent après cette chirurgie, comme les infections, les nécroses cutanées, les rejets d'implants, etc. Et que pour eux, aux États-Unis, si on fait cette chirurgie, il faut quand même que les femmes se fassent suivre après. Donc celles qui font cette chirurgie pour pas avoir de suivi, en disant le suivi est anxiogène, aux États-Unis, il faut quand même faire le suivi derrière. La morbidité, elle est énorme. Sur une série américaine qui a été présentée récemment, là, en 2024, ils avaient 40% de complications de cette chirurgie sur un nombre de cas assez important de plus de 500. Et autre question, est-ce qu'on doit accepter une mammectomie de réduction riche chez toute patiente bien informée et demandeuse et qui ne rentre pas dans ces recommandations? Elle n'a pas eu d'Hodgkin, elle n'a pas de cancer d'un côté, elle n'a pas de mutation génétique, elle n'est pas au risque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit laisser aux patientes une totale autonomie? Est-ce que le chirurgien doit le faire, ne pas le faire? Sachant que quand on ne le fait pas, elles développeront peut-être quand même un cancer du sein, le risque sera de 10% et elles pourront nous le reprocher. Donc voilà. Est-ce que la personne a ou n'a pas un droit patrimonial sur son corps? C'est une question que je pose. Aux États-Unis, aucun critère n'est instauré. La femme est propriétaire de son corps et décide pour elle-même, avec une disparition du caractère sacré du corps et un usage là-bas qui est très pragmatique et consumériste. Et en discutant avec des chirurgiens des États-Unis, souvent ils nous disent les femmes demandent un remplacement comme si on avait une voiture d'une pièce défectueuse. Le sein, il est un peu à risque, et on va mettre une prothèse à la place, et c'est pas plus philosophique que ça. Donc les questions non résolues, c'est à qui accepter de faire ces mammectomies? Est-ce qu'il faut ouvrir ou restreindre? Si on les fait à quel âge? Est-ce que c'est le plus tôt possible pour éviter le cancer ou le plus tard possible pour minimiser les séquelles? Est-ce qu'il faut fixer une limite d'âge jusqu'à quand on peut demander une mammectomie de réduction de risque ou à partir de quand on peut la demander? En France, vous savez, les tests génétiques sont interdits chez les mineurs, hein, donc ça ne va jamais être chez un mineur. Mais nous, on peut commencer à partir de 18 ans. Est-ce qu'il faut changer les indications? Est-ce qu'il faut s'ouvrir? Est-ce qu'il faut fermer nos indications? Et les conditions de remboursement, ces chirurgies sont prises en charge par l'assurance maladie en France. Elles sont complexes. Je vous ai mis double diap, 6 heures d'intervention et après, on va les réopérer un certain nombre de fois avec quasiment des hospitalisations tous les 10 ans. Est-ce que c'est la collectivité de prendre ça en charge pour un geste qui n'est pas forcément utile? Des questions à poser. Donc, pour conclure, je dirais la chirurgie mammaire de réduction de risque est acceptée en France sous certaines indications. C'est une chirurgie avec des taux de complications significatifs, même dans les équipes bien entraînées, et une morbidité sur du long terme. Certaines demandes pour nous en consultation sont très difficiles, soit acceptées, soit refusées. J'en refuse énormément, mais c'est très compliqué avec des gens menaçants, disant le jour où j'aurai mon cancer, je viendrai vous voir et je ne vous raterai pas. Il me faut me faire cette chirurgie. Il y a donc ce risque médico-légal dans tous les sens. Et puis, je trouve que c'est une pratique qui interroge notre conscience sur la limite de l'acte chirurgical dit préventif. Je crois que c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser. On est dans de la réduction de risque, mais pas dans de l'annulation. La relation médecin-malade est parfois très troublée dans ces demandes de femmes saines qui veulent un geste qu'on connaît et qui nous paraît excessif et qui décident quand la vie n'est pas partagée. On dit toujours il faut une décision partagée entre la patiente et son médecin, mais quand on arrive à pas de consensus, qu'est-ce qu'on fait? La définition du corps et des droits sur le corps. Et puis, c'est quoi une maladie? C'est quoi une femme saine? C'est quoi du risque? C'est quoi la santé? C'est quoi la féminité? Donc, moi, j'aurais assez aimé que notre académie, avec son comité d'éthique, se positionne un peu sur ces chirurgies de réduction de risque qu'on nous demande dans différents organes, parce que c'est très chirurgical et il me semble qu'il faut que l'académie pose ses limites et on est un peu interrogé dans les congrès internationaux, parce que chacun cherche sa voie. J'ai vu les Chinois cherchent leur voie, à qui on va dire oui et qu'est-ce qu'on va poser comme limite. Aux États-Unis, c'est no limit. Mais aux États-Unis, les femmes payent. Chez nous, tout est pris en charge. Donc, où on met nos limites à nous? Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette excellente présentation. J'avais pensé, comme tout le monde, que c'est l'intelligence artificielle qui poserait le plus de questions, mais je m'aperçois que votre sujet est éminemment compliqué, avec beaucoup plus de questions que de réponses. Quelques questions? Oui. Oui, c'était vraiment excellent, c'est une communication vraiment, vraiment bravo. Alors, j'ai une question à te poser en dehors de la demande des patientes. Quel est ton conseil à toi si, par exemple, une patiente de 35-40 ans avec BRCA1 vient te dire, écoutez, professeur, quel est votre conseil? Voilà, j'ai ce problème génétique, j'ai eu 2 enfants, que dois-je faire? Alors, ce qu'on sait, c'est que la chirurgie va être mieux acceptée si c'est la patiente qui la demande. On a vu dans les enquêtes, quand c'est le chirurgien qui la propose et qui dit, mais moi, à votre place, vraiment, je le ferai, elle ne va pas supporter les complications. Donc, on attend toujours que la demande vienne de la patiente. Dans le cas particulier, si elle nous demande ça, qu'elle réitère sa demande, hein, puisqu'il faut un délai de réflexion, je pense que c'est bien de le faire parce que BRCA1, c'est 85% de risque, et que je comprends qu'elle ait peur de faire chaque mammographie. Ce qui m'interroge plus, c'est la patiente qui n'a pas un niveau de risque supérieur à celui de la population et qui le veut vraiment en disant je dispose de mon corps, vous n'avez pas à choisir pour moi. Et 10%, c'est du haut risque. Parce que nous, en France, on a mis le haut risque à 30%. Mais une femme peut le percevoir différemment. Merci, notre collègue plasticien. Merci, professeur Matelin, de cette magnifique communication avec laquelle je me sens très en phase et je voudrais raconter une anecdote. Lorsque nous étions à l'hôpital Boussicot avec le professeur Villain, il y avait en face le professeur Jacques Régnier, qui a été un des grands promoteurs en France de la mammectomie sous-cutanée préventive, même quand il n'y avait pas de cancer, quand les radiologues adressaient des patientes qui avaient des calcifications, eh bien, il enlevait le jaune d'œuf et il laissait le blanc et la coquille. Mais le problème, c'est que nous étions l'hôpital en face, et j'étais un peu son correspondant, si j'ose dire, plasticien, et le nombre de catastrophes psychologiques et physiques à réparer après ces opérations qui n'étaient pas seulement à visée anticancéreuse, mais qu'il proposait très large à manu à beaucoup, beaucoup de patients parce que c'était une opération déjà très à la mode et surtout aux États-Unis, m'a convaincu qu'il fallait vraiment mettre un holà et qu'il fallait quand même essayer de calmer cette frénésie que même ces chefs de clinique commençaient à avoir. Et donc, la discussion avec ses élèves, parce qu'avec lui, ce n'était pas possible, mais avec ses élèves, était de dire, tant qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer. Il faut vraiment être très positif quand on affirme ça à une patiente pour quand même lui faire prendre conscience que sa demande est hypothétique et que la réponse du chirurgien peut conduire à des résultats dramatiques. Tant qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer. Et c'est pas parce qu'on enlève l'organe qui suscite une angoisse, une cancérophobie, que la cancérophobie va partir. Nous, on l'a vu sur nos enquêtes, les patientes ont après peur de faire un cancer de l'ovaire ou de faire un cancer du côlon. C'est pas parce que vous avez enlevé le sein, les risques de cancer de la femme, ils vont bien au-delà du sein. Oui, Albert Claude, sur le plan éthique, je pense. oui, sur le plan éthique. D'abord, je voulais remercier Carole, notre présidente, parce que sa conférence est vraiment un exemple, un bon exemple de réflexion sur la pensée complexe d'Edgar Morin. C'est vraiment, on est dans des situations complexes et il n'y a pas de représentation toute faite avec des réponses automatiques. Chaque cas va être très particulier et donc besoin de recul et de. Alors, tu as insisté sur le côté RCP, euh, réunion pluridisciplinaire, obligatoire, contrôlée, etc., pour éviter les dérives face à des demandes qu'il faut analyser dans leur particularité, dans leur importance, parce que le retentissement actuel et secondaire et tardif d'une décision qui va être prise. Et ça, même pour les patients, ils n'ont pas cette représentation et c'est compliqué. Donc, au premier plan, il y a leur cancérophobie, alors qui est justifiée ou non par les histoires familiales, peut-être maintenant des enquêtes génétiques plus poussées. Parce qu'on peut effectivement, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer évident, mais il est peut-être latent. Et donc, on ne peut pas dire non plus qu'ils ont complètement tort. Donc, c'est. Voilà. Alors, RCP fondamental, et puis recul. Et effectivement, eh bien, l'Académie de chirurgie est à chaque fois sollicitée pour avoir donner des avis, enfin des recommandations dans des situations complexes.
On vit actuellement les recommandations sur la loi sur la fin de vie qui est en cours de discussion au Parlement. On a passé 15 jours à débattre complètement, difficilement, avec des avis très contradictoires à l'intérieur même de notre communauté. Donc, mais en même temps, la sagesse, c'est vraiment de débattre. Et ça, c'est un sujet éminemment de débat et pour lequel il n'y a pas de réponse toute faite. Alors que la commission d'éthique de l'Académie se réunisse pour travailler sur ça, moi je crois que ce serait passionnant. En plus, on voit bien que c'est passionnant, c'est formidable. Bravo Parce et que merci. si on acceptait de faire des mammectomies pour un risque de 10%, on serait autorisé à faire des mammectomies à toute la population française. Donc, à un moment, il faut mettre quand même des barrières. L'indication principale, quand même, quand il y a une prédisposition génétique, c'est évidemment le profil moléculaire. Recherche de mutation BRCA 1, 2, par exemple. Bon. Est-ce qu'on peut le faire systématiquement quand il y a une prédisposition génétique? Est-ce que c'est pris en charge par la Sécu? Oui, oui, on peut. On peut, quand il y a du risque génétique, on envoie les patientes en consultation d'oncogénétique, il y a une prise de sang, on fait un panel de 13 gènes et on calcule le risque. Et je dirais, ça c'est la partie assez facile du topo parce qu'on est souvent dans du très haut risque et là, quand même, la majorité des chirurgiens, etc., acceptent. Notre inquiétude, ce sont des demandes de femmes qui n'ont pas de risque élevé et qui disent, mais puisqu'aux États-Unis, je peux le demander et mon corps m'appartient et je fais ce que je veux et je vous demande de me les enlever et j'ai un risque de 10%, et que notre RCP a dit non, mais nous, on va revoir les gens sans arrêt en consultation. On est dans un dialogue, finalement, où il n'y a pas de consensus. On n'arrête pas de dire non et ces femmes n'arrêtent pas de dire oui. Donc, c'est difficile. On retrouve l'idée, mon corps m'appartient et ma mort m'appartient. C'est débattu au Parlement. Et c'est le patient est le premier juge de son état et de sa volonté. Et il faut qu'on reconnaisse ça. Alors, il est parfois pas très raisonnable, parce qu'on voit très bien que ce qui est proposé, la mode lancée par Angelina Jolie, a fait florès et elle s'étend à tous les cancérophobes possibles. C'est ce qu'on appelle l'effet Angelina Jolie. Hein. C'est aussi la loi des statistiques, puisque les gens se disent, voilà, j'ai tant de risques d'avoir quelque chose et tant de risques de ne pas l'avoir si je le fais. Donc, c'est cette prise de risque statistique. Et ça complique un peu les choses. Il n'y a pas d'assurance pour risque. Donc, il y a des petits commentaires aussi là, qui apparaissent. Mammectomie contralatérale chez une femme qui a vécu une expérience difficile du traitement d'un cancer du sein et qui ne veut pas revivre un tel événement dans l'autre sein après un accord de la RCP. Donc oui, il y a des possibilités d'accord, mais pas pour tous les cancers. Si le pronostic est très grave d'un côté, on ne va pas enlever le sein contralatéral. Ça va être une intervention longue, des difficultés parfois à reconstruire. C'est plus compliqué quand c'est les deux côtés chez quelqu'un qui a une espérance de vie qui est limitée. Donc, il y a des critères qui ont été établis. Je ne vous les ai pas montrés, ça aurait été trop long, mais oui, ça existe. Et le deuxième commentaire qu'on me dit, la législation américaine est différente de la française et les taux de remboursement sont différents, bien sûr. Hein. Bien sûr, mais on est là aussi pour se poser des questions. Oui. Écoutez, c'est une communication absolument extraordinaire. Moi, j'ai des questions. Une de béotien, la consultation de psychologue ou de psychiatre, c'est différent, c'est pas. Alors, on a des oncopsychologues, donc des personnes qui sont quand même formées à la gestion de cette difficulté à vivre un cancer du sein, à vivre une mutilation, et qui sont formées pour ça. Elles ont... Oui. Maintenant, il m'arrive d'en envoyer à des psychiatres quand je pense que le problème va au-delà. Hein. Oui, ouais, d'accord. Et j'ai pas une réflexion, c'est pas vraiment des connaissances, mais la notion de non patrimonialité du corps humain. Ben, nous, on connaît bien en tant que médecin, et on se gargarise un peu quand on n'arrive pas à prononcer, comme je viens de faire. Par contre, en droit, la non-patrimonialité, c'est quelque chose d'extrêmement précis, et il n'y a pas que le corps humain, il y a plein de choses qui sont non patrimoniales. Donc, en fait, nous, on ne réalise pas complètement le domaine d'étendue juridique de la non-patrimonialité. Là, je crois que peut-être l'Académie de chirurgie aurait besoin non seulement d'un éthicien ou d'une éthicienne à temps plein,
comme il y a à Paris 5. C'est Madame Marie-France Mamzer qui est l'élève directe de mon maître. Et puis, il y a autre chose aussi. Dans la réparation du préjudice, la notion de risque, alors en droit, c'est qu'on peut le prendre en considération, mais il faut que le préjudice ne soit pas hypothétique, mais il faut qu'il soit certain. Parce que sinon, si c'est une aggravation, de toute façon, on prendra en charge l'aggravation. Je vous disais ça comme ça parce que les juristes, je pensais qu'ils n'aimaient pas les médecins, c'est pas ça. Ils voient les choses uniquement comme des juristes. Donc pour eux, les médecins ou le réparateur, le plombier ou n'importe qui, c'est pareil. Pour eux, c'est que le droit. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ces commentaires que je partage, bien sûr. Merci beaucoup, Madame la Présidente.